Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Eric Alodi, je suis le cofondateur, directeur général de Psycléa, qui est une entreprise d'ingénierie, un éditeur logiciel spécialisé dans l'économie circulaire et la décarbonation. Là, on voulait prendre l'occasion de partager avec vous voilà, ce que recouvre en fait la notion de CSRD, donc de rapport extra-financier, et comment y répondre à moindre coût et à moindre effort. Donc, ça fait partie d'une masterclass économie circulaire. Je commence tout de suite pour qu'on puisse donc avancer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc posez-les à l'occasion ou éventuellement en fin de présentation. Alors, directive CSRD. Donc CSRD, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc une directive dans le droit européen. Contrairement à une regulation, un règlement, c'est pas quelque chose qui est une loi qui s'impose aux États membres. C'est quelque chose en fait qui est une directive qui doit être votée sous 18 mois maximum par les différents États membres pour éventuellement amender cette directive-là et pouvoir du coup la déployer en tant que loi sur son territoire. Donc la France a été, on le verra, la première nation à entériner la directive. Ça date maintenant de décembre 2023. Il y a encore quelques pays en Europe qui n'ont pas entériné. Et pour ce faire, donc ils sont en delà des 18 mois, donc ils se font tirer les oreilles par la Commission. Mais avant de rentrer dans le détail de la directive, je voulais donner une vision plus globale sur ce qu'on appelle le Green Deal européen, donc le pacte vert européen dont vous avez dû entendre parler, qui date de 2019. Et c'est tout en fait un processus stratégique très large et très complet et honnêtement très bien fait, même s'il est un peu touffu parce qu'il y a il y a des milliers de pages de documents. Ça touche à ce qu'on appelle la finance durable. Donc, ce qu'on appelle le règlement de taxonomie, qui est une loi pour le coup, et la directive CSRD s'inscrit dans ce qu'on appelle la finance durable. L'objectif de la Commission avec le Pacte vert, c'est d'arrêter en fait de stopper le greenwashing, où tout le monde prétendait un peu tout et n'importe quoi. Ça continue encore un peu, mais du coup, les taux se resserrent, si je puis dire. L'idée, c'est que donc on puisse pouvoir donner des indicateurs, notamment aux investisseurs verts. Donc, puisqu'aujourd'hui, et ça j'ai pu le constater pour passer du temps avec les différents fonds d'investissement, aujourd'hui ils considèrent en fait que les critères ESG, donc environnemental, social et gouvernance, sont aussi importants que les critères financiers et ils n'ont pas de données pour pouvoir mieux cibler leurs investissements. Donc, ces investisseurs, que ce soit des banques, que ce soit des fonds d'investissement, ils ont des produits financiers et pour que ce produit financier, on le verra, en fait, soit considéré comme vertueux, entre guillemets vert, il faut qu'ils aient de la donnée pour pouvoir, d'une part, affecter ces fonds aux bons projets, aux bonnes activités, de manière à pouvoir s'en réclamer comme étant des fonds vertueux. Donc, je vais commencer par la taxonomie. Donc, la taxonomie, en fait, c'est un règlement, regulation. Donc, c'est une loi qui s'applique de fait dès qu'elle est votée au niveau du Parlement européen à l'ensemble des États membres. Ça ne se discute pas, et contrairement à la directive. Ça date donc de juin 2020. Et le principe, c'est de dire, en fait, voilà, vous êtes une entreprise. Vous pouvez en fait choisir un objectif parmi les 6, au moins un, qui peut être, on le voit, atténuation du changement climatique, adaptation, utilisation durable, protection des ressources aquatiques, transition vers une économie circulaire, prévention, contrôle de la pollution et protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, vous pouvez choisir un de ces objectifs-là, auxquels, pour chacun des objectifs, sont attachés, on le verra, des critères pour savoir si votre activité est durable. Et si vous choisissez, par exemple, le premier, par exemple, atténuation du changement climatique, ou quels que soient les choix que vous faites, il faudra que vous montriez que votre activité a une contribution positive, significative à un ou plusieurs de ces objectifs, et en même temps que votre activité ne porte pas préjudice donc aux autres objectifs environnementaux. Et puis il y a quelques éléments en fait assez basiques en matière de respect de critères sociaux. En d'autres termes, en fait, si vous choisissez par exemple l'objectif atténuation du changement climatique et par exemple dans l'objectif transition vers une économie circulaire, il y a un certain nombre de critères pour le 1 et un certain nombre de critères pour le 2, à savoir est-ce que je respecte en fait finalement les critères de l'objectif, par exemple atténuation et transition économie circulaire, si c'est ceux-là que j'ai choisi, et par ailleurs, est-ce que je respecte également les critères de non-préjudice aux autres objectifs. Donc c'est assez précis, juste pour illustrer. Oui, donc il y a
à peu près 70 activités qui sont recensées au niveau de la taxonomie. Pour vous donner un exemple, l'activité 3.2, donc il y a plusieurs chapitres, concerne donc la partie bâtiment. L'activité 3.2, c'est la partie rénovation de bâtiments existants. Vous avez le chapitre 3.1 qui est sur la construction de bâtiments neufs. Vous avez le chapitre 3.7 qui est sur l'acquisition et la gestion de bâtiments. Mais là, par exemple, dans le cadre de cette activité de rénovation, voilà les critères qu'il faut respecter pour avoir une contribution substantielle, donc au moins 70% de déchets de construction, qui doivent être recyclés et réutilisés, utiliser un outil pour gérer les constituants du bâtiment, préserver au moins en fait 50% de la SDP d'origine du bâtiment. Donc il y a ces critères-là. Donc si j'ai choisi l'objectif transition économie circulaire, voilà ce que je dois respecter pour dire que mon activité est durable du point de vue de ces critères-là, mais elle doit aussi respecter, comme je disais tout à l'heure, en fait, ne pas porter préjudice aux autres critères qui éventuellement je ne serais pas respectés. Par exemple, ici, c'est celui sur la protection des ressources hydrauliques. Donc, je dois avoir, par exemple, des débits qui sont inférieurs voilà, des débits de robinet qui sont inférieurs à telle valeur, des débits de douche inférieurs à telle valeur, etc. Donc, quand j'ai l'un et l'autre, du coup, mon activité est considérée comme durable. Par exemple, ici, la rénovation des bâtiments existants. Oui. Donc, je respecte les critères de contribution positive et de non-préjudice. Pour les objectifs que j'ai choisis, sachant que je peux choisir peut-être un seul objectif, d'accord? Donc, un seul en termes de contribution substantielle, et puis les autres en termes de non-préjudice, et je peux aussi évidemment choisir plusieurs objectifs. L'intérêt d'en choisir un ou plusieurs, c'est que du coup, tout le chiffre d'affaires, tout le CAPEX et l'OPEX, donc toutes les capacités d'investissement et de gestion et de chiffre d'affaires associés à mon activité, par exemple ici de rénovation, eh bien, si mon activité est dite durable, du coup, le fonds d'investissement va dire toute la partie chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX de cette activité de rénovation de l'entreprise A, par exemple. Si moi j'ai X% de cette entreprise dans mon portefeuille, eh bien, je vais pouvoir dire en fait que ça représente tel chiffre, tel pourcentage de mon fonds, et ça va permettre de mesurer objectivement la valeur verte, la valeur durable de mon fonds à travers le rapport financier qui va être soumis donc aux instances supérieures qui jaugent les fonds. Voilà, donc ça c'est la partie taxonomie. Et typiquement, en fait, la partie taxonomie s'adresse d'abord aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers, donc des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, quand ils ont leur rapport financier, ils ont un autre, on va dire, une autre loi qui s'appelle l'autre directive qui s'appelle la directive SFDR, Sustainable Finance Directive Regulation. Donc, c'est une autre loi qui permet de dire, en fait, selon la valeur qui est remontée dans le rapport financier, mon fonds, mon produit financier, et il dit article 8 ou article 9 ou article 6. Article 6, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'élément durable dans mon fonds. Article 8, c'est en gros, je dis que je vais faire un fonds qui est durable. Et article 9, on a effectivement un fonds qui est durable. Donc, ça permet du coup aux investisseurs qui confient leur argent à ces fonds d'investissement, de savoir en toute connaissance de cause s'ils mettent leur argent dans des fonds article 8 ou article 9, lesquels sont mesurés en fonction du rapport financier qui remonte par la taxonomie et des activités qui sont durables ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la partie rapport financier. Ça concerne aussi les entreprises, y compris les bailleurs, puisqu'en fait, sont aussi concernées les entreprises qui sont soumises à l'obligation de publier une déclaration non financière, donc un rapport extra-financier. Jusqu'à présent, on avait en fait un rapport extra-financier qui s'appelait le DPEF, Directive Performance Extra-Financière en France, qui a été remplacé par la CSRD, formellement depuis cette année, depuis le 1er janvier 2025. Donc, la directive CSRD, elle a été votée au niveau européen en décembre 2022. Elle a été adoptée par le Parlement français donc en décembre 2023. Après, il y a eu quelques petits décrets derrière pour préciser un certain nombre de choses, pour voir qui était vraiment éligible ou pas. Et c'est ce qu'on va un petit peu regarder en fait ici. Donc c'est un peu petit, mais ne vous inquiétez pas, il y a un petit zoom derrière qui concerne notamment les bailleurs sociaux. Mais ce que ça dit globalement, c'est que le point de départ de la CSRD, donc du reporting extra-financier, c'est 2025
sur les données 2024 pour les entreprises qui étaient déjà soumises au reporting extra-financier. D'accord. Et pour lesquelles donc, il y avait qui étaient sur le marché réglementé, c'est-à-dire cotés en bourse, avec des exigences, des critères en fait d'au moins 500 salariés et d'avoir au moins un bilan à l'actif de 20 millions et des chiffres d'affaires supérieurs à 40 millions. Donc ça, c'est en gros, si vous n'étiez pas déjà soumis à la directive extra-financière type DPEF, en fait, vous n'êtes pas tenu de publier dès 2025 sur les 2024. Par contre, si vous êtes une entreprise donc, qui a au moins 250 salariés, qui a donc un bilan actif d'au moins 20 millions et qui a un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions, donc si vous avez 2 parmi ces 3 critères qui sont respectés, alors vous êtes éligible dès 2026 sur les données 2025. Si par ailleurs vous êtes juste une PME, mais qui est cotée donc sur le marché européen, à ce moment-là, c'est à partir de 2027 que ça s'applique. Et si vous êtes une entreprise non européenne et que vous avez en fait un certain chiffre d'affaires et que vous avez une filiale au niveau européen, alors c'est à partir de 2029. Voilà. Donc, je vais faire un zoom en fait pour que ce soit plus clair et de montrer quand est-ce qu'il faut commencer à produire les rapports ou pas. En gros, les bailleurs sociaux qui étaient déjà soumis à la directive performance extra-financière, qui est l'ancêtre de la CSRD, ça représente à peu près une quinzaine d'entreprises et de SEM, du coup, eux, ils sont là. Ça veut dire qu'ils sont concernés dès 2025 sur les données 2024, comme je le disais précédemment. Si vous êtes un ESH donc, ou une SEM, alors directement ou indirectement, c'est-à-dire ça peut se faire en tant que filiale donc d'un groupe d'organismes de logement social, et que vous répondez aux critères, souvenez-vous, d'avoir au moins 2 des 3 critères, plus de 150 salariés, plus de 25 de bilan, etc., et plus de 50 millions de chiffre d'affaires, à ce moment-là, ça s'applique en fait à partir de 2026, le rapport sur les données 2025. Ça représente à peu près une quarantaine d'organismes. Et puis, si vous êtes un OPH, vous n'êtes pas concerné. Alors, il y a des OPH qui, bien qu'ils ne soient pas concernés, malgré tout, jouent le jeu de la CSRD. Je pense par exemple à Habitat 76 donc, et d'autres qui ont dit on n'est pas concerné, mais on s'y met, ça nous permet de nous structurer, ça nous permet de mesurer, ça nous permet en fait de nous challenger. Donc, c'est leur choix. Est-ce que déjà à ce stade-là, ça vous paraît clair? Oui et non. S'il y a plein de vocabulaire que je maîtrise pas, qu'il y a du vocabulaire financier. Donc, je vois que notre directeur financier vient de nous rejoindre. Donc, il sera D'accord. sûrement Oui. plus à l'aise avec tout ce jargon que moi. Bonjour, J'aime bien, c'est excusez-moi, honnête au moins. J'aime bien. je ne sais pas si vous me voyez, je vais mettre ma caméra, bonjour. Bonjour. Je viens juste de me connecter, je sors d'une autre réunion, donc je prends au vol la réunion. Pas de souci. Je vais me concentrer, vous écoutez attentivement, et dites-moi, quelles sont les questions que vous vouliez me poser? Il y avait un Non, sujet. Moi, je n'avais pas de non, questions, c'était surtout pour voir c'était si ce juste qu'on pour a savoir présenté si était clair ou pas. Ouais. c'était clair pour vous. Ouais. Vous Moi, venez d'arriver. les jalons, là, je les connaissais, je les avais eus par ailleurs. Clair. Bon, bah, Ok. Et du coup, on est concernés, nous, Gilles? J'avoue que j'ai du mal, moi, à Oui, nous sommes savoir. concernés. Ah oui, nous sommes concernés. D'accord, ok. Alors, sachant qu'on ok. va passer d'un OPH à une SEM, Bah oui, c'est pour ça. D'accord. Ok. D'accord. Ok. donc, Ok. Donc, c'est à ce Et- titre-là, du coup, que vous le devenez. exactement. moi, j'ai juste une question, mais du coup, est-ce que les OPH seront concernés dans les prochaines années ou ça reste encore à définir? Ouais. Alors, je peux répondre parce que Ah, ok. la Vas-y. Ouais. question a été posée au ministère et en fait, pour l'instant, c'est non, mais certains poussent à ce qu'on soit embarqué assez vite. Mais D'accord. Ouais. aujourd'hui, on n'est pas concerné en théorie. D'accord. Parce que je pense qu'il y a quand même certains OPH quand même qui génèrent plus de 50 millions de chiffres d'affaires et Ah bah 25 de oui, il y en a bilan. Oui, oui, beaucoup. c'est sûr. Il y en a Ouais. beaucoup. Tous les Ouais. OPH de plus de 20 000 logements, ils sont à plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ils sont à plus de Ouais. 250 salariés. Voilà. Et Ouais. donc, ça correspond à peu près 250 OPH. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok.
Ouais, donc c'est pour ça que j'avais Merci. mis en fait à ce jour, puisqu'en fait ça c'est déterminé effectivement par décret et c'est le choix qu'a fait le gouvernement justement de ne pas impliquer tout de suite les OPH, sachant qu'il y en a qui ont, malgré tout, je disais précédemment, avant que vous arriviez, Gilles, en fait, qui s'y sont quand même lancés. Je pensais à Habitat 76 par exemple, mais ça c'est sur du volontariat, du coup, sur la base du volontariat. Alors, nous, si tout va bien, si on bascule au 1er janvier 26 en SEM, en fait, ça sera l'année de référence. Donc, en fait, nous, on sera éligible au premier rapport qu'en 27 à partir de nos chiffres 26. C'est ça, Clair. c'est ça, en toute logique. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous préparer. Donc avant que vous arriviez, Gilles, puisque c'est un petit peu votre spécialité, j'avais un petit peu parlé de la finance durable, la taxonomie, le lien avec la taxonomie, la CSRD, Oui. les rapports financiers, rapports extra-financiers. Donc, mais je vais continuer. Si éventuellement vous êtes intéressé par le début, vous pourrez avoir de toute manière l'enregistrement pour éventuellement Vous regarder. poussez le support après. Ouais, tout à fait. Tout à Merci. fait. Tout à fait. Alors, pourquoi s'y conformer? Donc, il y a l'obligation réglementaire. Donc, l'ordonnance du 6 décembre qui a fait que le Parlement français a validé la directive pour que ça devienne une loi applicable en France. Et le décret du 30 décembre 2023 qui lui a précisé justement qui était concerné ou pas. Ça permet aussi, dans certains cas en tout cas, de montrer patte blanche à un certain nombre de banques. Je pense à des gens comme Arkea, comme le Crédit Ils vont tous s'y mettre, Agricole, hein. comme Ils vont tous faire donc des prêts impact, ils vont tous s'y mettre, hein. voilà, tous en train de s'y mettre. Au début, c'était un petit peu entre guillemets en disant oui, du coup, on vous donne de la liquidité, mais maintenant, ils sont en train de faire des petits avantages, des intérêts avantageux en fait pour vous. Donc, ce qui est toujours important. La réputation, ça compte aussi. C'est pour ça que certains OPH en fait ont commencé déjà, les gros, certains ont fait le choix en fait d'y aller. Ce que ça inclut la CSRD aussi, c'est qu'il y a une certification donc, par des CAC, des commissaires aux comptes ESG ou des organismes tiers indépendants. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que même si c'est en train de se mettre en place aujourd'hui, de même que les rapports financiers sont validés par des commissaires aux comptes, ça va être aussi le cas pour le rapport extra-financier CSRD. Et le législateur, en fait, a mis un certain nombre de pénalités. Alors, est-ce qu'elles seront appliquées ou pas? À mon avis, c'est pour voilà. En tout cas, certainement pas au départ, dans les premières années. Mais c'est aussi une spécificité française, en fait, où on a rajouté, on a mis ça en France, des pénalités associées au non-respect, en fait, finalement, de la loi. Voilà. Par ailleurs, donc, on a donc l'organisme européen qui s'appelle l'IFRAG, qui a défini un certain nombre de critères, donc ce qu'on appelle des ESRS, des European Sustainability Reporting Standards. Donc en gros, ce sont des critères durables qui permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette, quels sont les indicateurs finalement à mettre dans ma CSRD. Il y en a beaucoup. Il y en a 82 quand on fait la somme en fait de tous les critères qui sont derrière ces ces ESRS. 82 critères. Pardon, 82 Gilles? critères, vous dites. Il y a 82 indicateurs. Ouais. On est fort pour faire des usines à gaz chez nous. Ouais, alors, on verra, je vais ensuite. Alors, c'est pas que chez nous, hein, là, pour le coup, on est au niveau européen, là. Oui. Je vais justement un petit peu voir et on va voir comment le législateur, y compris européen, a un petit peu fait en sorte qu'il y ait une souplesse, une flexibilité qui permette de pas être débordé par le millefeuille, si je puis dire. Donc, je vais prendre pour exemple, en fait, je vais me focaliser sur les ESRS E1 à E5, qui sont ceux qui concernent finalement la partie environnementale, donc changement climatique, pollution, ressources, enfin eau en gros, biodiversité et ressources et économie circulaire. Mais après, il y a des ESRS généraux, donc de politique générale, de stratégie, et puis des ESRS en fait qui sont plus liés à la partie sociale et la partie gouvernance. Ouais. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment on peut justement, et c'est un petit peu l'objet aussi de notre webinaire, de notre masterclass, c'est justement de voir comment on peut finalement, est-ce que c'est possible et comment on peut s'attacher en fait au plus pertinent, si je puis dire. Donc là, je vous ai juste On n'a pas mis. des obligations de tout remplir.
Alors, on va en parler. Donc là, je vous ai mis en fait, si on les prend littéralement, par exemple, j'ai fait un zoom sur la partie environnementale, les 32 critères, les 32 indicateurs, les 32 disclosure requirements, c'est-à-dire en fait les indicateurs de transparence qui sont demandés par la CSRD. Et on les voit que parfois, ça peut être des indicateurs quantitatifs, par exemple les émissions brutes de scope 1, scope 2, scope 3 avec la somme des gaz à effet de serre, ou ça peut être des indicateurs, enfin des DDR, qui sont plus en termes de politique, en termes de plan, en termes d'action, d'objectifs, etc. Donc tout n'est pas quantitatif, on a du quantitatif et du qualitatif. On vous enverra tout ça. Je peux vous montrer en fait la totalité. On a un petit Excel en fait qu'on peut vous envoyer, Ouais. dans lequel on a mis en détail pour chacun, pour l'ensemble des ESRS, du coup, Ah, très bien. les DR associés. Mais est-ce que derrière chaque DR, là, il y a une matrice? Ou alors c'est très libre, on construit ce qu'on C'est veut? très libre. C'est très libre. Il n'y a pas de rapport IFRAG. Il n'y a pas de rapport en fait associé. Ouais. Donc, et justement, en fait, on va y venir. Il y a ce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler, un principe de double matérialité pour savoir si je suis concerné ou pas par un DR donné. D'accord? Donc, il y a certains DR, donc critères, qui sont obligatoires. Par exemple, bon, en gros, c'est tout ce qui est information générale sur voilà, des choses qui sont un petit peu papier, je dirais, mais qui décrivent les processus d'impact, toute la partie double matérialité, qu'est-ce qui est couvert ou pas. Donc, on est dans la partie un petit peu générale. C'est assez transverse. Et en gros, là, c'est donner de l'information au niveau de l'entreprise de manière assez générale. Donc, c'est un peu du papier, c'est pas compliqué, ça prend un peu de temps, mais on n'est pas obligé non plus de mettre des milliers de pages. Donc, ceux qui sont plus intéressants, ce sont les autres indicateurs, les autres critères. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est cette partie-là, c'est qu'on va le faire en zoom, en fait, ce sera plus lisible ici. Voilà. Donc, c'est que selon un principe dont on va parler de double matérialité, d'analyse de double matérialité, ben, je peux ou pas être concerné par certains critères. De même, certains critères sont un petit peu allégés, la première ou les premières années, ce qui permet un petit peu d'avoir une forme de progressivité dans l'accès à l'information et le fait voilà, de rentrer cette information-là. Par exemple, sur la partie changement climatique, donc il y a vous l'avez vu en fait ici, donc 9 critères. Pour les entreprises de moins de 750 salariés, ils ne sont pas obligés de le traiter, de traiter les 6 premiers. Donc ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de traiter, par exemple, y compris les mesures de calcul scope 1, scope 2, scope 3. Vous voyez. Par contre, ils devront le faire en fait les années suivantes. Pour le 7 et le 9, Qui va m'aider à faire des émissions? Le scope 1, scope 2, c'est hyper complexe pour nous. alors, est-ce que vous êtes familier de ces notions de scope 1, scope 2, scope 3? Alors ça, familier, pour le non. coup, Oui. ça, Ça, je suis plus à l'aise avec ça, Gilles. D'accord. Avec D'accord. les autres. Chacun son truc. C'est ça. Ah bah là, de toute façon, je pense que tout ça va falloir se le répartir, hein. C'est ça. Ah oui, clairement, c'est voilà. Alors pour Gilles, scope 1, scope 2, en gros, scope 1, pour faire simple, c'est les émissions directes de CO2 liées à votre consommation énergétique, production-consommation énergétique. Donc quand vous consommez de l'énergie, vous produisez de la chaleur pour chauffer votre eau, il y a du CO2 qui est généré, donc ce qu'on appelle le scope 1. Donc c'est le CO2 attaché à l'énergie et à la production directe. Le scope 2, c'est la production indirecte, c'est-à-dire s'il y a, je sais pas, s'il y a un camion de fuel qui vient ou de gaz qui vient recharger voilà, votre cuve, je pense un exemple un peu grossier, le CO2 qui a été utilisé pour le transport de ce fuel-là, etc., c'est de l'indirect, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le scope 2. Et le scope 3, alors là, c'est toute autre émission indirecte. Mais c'est important quand on est un bailleur ou une foncière privée, en gros, quand on est dans l'immobilier, parce que ça inclut notamment le carbone qui a été nécessaire à la fabrication, à l'installation, la gestion, la maintenance, la fin de vie et le recyclage des produits constitués de vos bâtiments. Et aujourd'hui, le scope 3,
qu'on appelle aussi carbone incorporé, quand c'est ramené au mètre carré, constitue aujourd'hui la plus grosse partie du CO2, puisque aujourd'hui, sur la partie efficacité énergétique ou parce qu'on fait appel à des énergies renouvelables, on est en train, on a déjà commencé et puis on est en train de continuer en fait à améliorer les choses, réduire finalement le scope 1 et le scope 2 si on est en ENR. Le scope 3, par contre, aujourd'hui, il y a une grosse majorité de bailleurs privés et publics qui ne connaissent pas les constituants de leur patrimoine et donc ils ne peuvent pas mesurer Oui, c'est ce que j'allais dire. le carbone associé. Déjà, il faut connaître son patrimoine. Imaginez, hein, bon, on est déjà un bailleur assez conséquent, on a 35 000 logements. Mhm. 35 000 logements, je travaille sur 60 communes différentes, j'ai plus de 800 bâtiments, 3500 maisons individuelles, je fais 1000 réhabilitations par an, 500 constructions neuves, je fais Mhm. intervenir plus de 1000 prestataires différents. Vous imaginez comment je peux calculer ça? Ben, on va vous montrer, on va Il y a vous des apporter des solutions, sous-traitants, ne vous inquiétez pas. il y a des sous-traitants de sous-traitants. Ouais. Et, ouais. L'idée, justement, c'est nous, on aime bien, en fait, parce qu'on est un acteur, en fait, historique de l'économie circulaire, de la décarbonation, on aime bien poser le problème et apporter la solution. Donc, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Et il y a un certain nombre on va en parler après. Mais c'est tout à fait pertinent. Mais donc, justement, déjà, pour bien comprendre la CSRD, selon le principe de double matérialité dont on va parler dans un instant, et selon le détail des critères, on peut être concerné dès la première année, ou on peut faire l'impasse pendant les 3 premières. Donc, et surtout, en fait, on voit bien que c'est en fonction de l'année de double matérialité qui est faite pour dire je ne suis pas concerné. Évidemment, le CAC ESG, le commissaire aux comptes, ira vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, s'il y a des abus, en tout cas, ça sera repéré. J'imagine que vous en avez parlé en introduction, mais il me faut un CAC spécifique ou je prends mon CAC actuel? Il y a des CAC qui sont formés. Donc aujourd'hui, même il y a des formations. Je travaille avec un Donc au niveau major, des. ils ont forcément une entité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il y a beaucoup de formations au niveau des experts de l'ordre des experts comptables en fait. Bon, Donc ça sera j'imagine qu'il encore y a un forcément ticket les CAC supplémentaire à leur payer. sont plus formés. Ouais. Voilà. Sinon, il y en a qui sont déjà formés. Sinon, il y a des organismes tiers indépendants qui le font, mais il faut juste demander à votre CAC. Mais a priori, alors ils vont être formés, mais je pense qu'ils vont être formés, mais ils ne vont pas ça forcément les 2 premières années. Je pense qu'ils n'auront pas encore un benchmark, suffisamment de benchmark pour qu'on puisse en fait savoir si finalement, pour vraiment jauger le rapport extra-financier qui sera fait. Il y aura, je pense, en fait, une période de tâtonnement en fait, dans les 2 premières années, ce qui est logique. Donc tout le monde est en train de s'organiser, voilà, chez les bailleurs sociaux comme chez les bailleurs privés, y compris en fait les commissaires aux comptes en question, mais il y a de nombreuses formations qui sont données. Mais il faudra quelques années avant que tout ça soit mis bien d'équerre. Alors, la double matérialité. En général, les entreprises sont contentées d'analyser uniquement la matérialité financière. En gros, quel impact ça a sur moi de faire des efforts en matière d'environnement, par exemple, ou quel impact ça a sur moi, le risque de changement climatique, le risque d'inondation, le risque de sécheresse. Donc, c'est plutôt on va dire, un impact. Donc ça reste valable. C'est pour ça qu'on parle de double matérialité. Il y a la matérialité financière qui consiste à mesurer les risques et éventuellement les opportunités à court, moyen et long terme et calculer ce qu'on appelle, enfin identifier ce qu'on appelle les IRO, donc impact, risque, opportunité. Et c'est ça qui va dire, bah oui, on est concerné ou on n'est pas concerné, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, du coup, bah, ça a un intérêt de mesurer tel critère et de le mettre dans le rapport extra-financier. Donc ça, c'est une matérialité. Et puis, il y a l'autre matérialité qui a été imposée par la CSRD, c'est pour ça qu'on parle de double matérialité, c'est la matérialité d'impact, c'est-à-dire c'est moi, de par mon activité, quel impact positif ou négatif j'ai sur l'environnement. Donc, avec des impacts, voilà, donc avec des impacts qui sont réels, qui sont mesurables aujourd'hui, des impacts qui sont potentiels, aussi bien positifs que négatifs, avec des échelles de temps. Donc, une analyse double matérialité, ça veut dire qu'il faut se poser la question des enjeux. Donc, quels sont les enjeux matériels potentiels auxquels je suis confronté en tant qu'entreprise. Et puis derrière, de pouvoir décrire, analyser, coter les IRO, donc les impacts, les risques et les opportunités, de manière à voir en fait si je suis vraiment concerné
par un objectif donné. Donc, si par exemple, j'ai des serveurs, par exemple, informatiques ou télécoms qui sont en zone inondable, ben, ça va apparaître ici parce que en cas de crue, ben, je vais avoir un risque très important en termes de matérialité financière de rupture de service. Si moi-même, je suis par contre une activité de production, je ne sais pas, usine de centrale thermique à base de charbon, ben là, en fait, on va, en termes d'impact négatif, par exemple, on va largement en fait renseigner ça. Et si j'ai des activités par ailleurs en tant qu'une autre entreprise qui a des impacts positifs, on va aussi les mesurer. Voilà. Et il n'y a pas de mise en forme imposée en termes de rapport extra-financier. Donc, en gros, pour faire simple, on vous enverra le fichier Excel. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce que je suis concerné ou pas par ce qu'on appelle les DR, Disclosure Requirements, donc en gros les critères. Et en plus, selon les critères, parfois, selon la taille, c'est pour plus tard. Donc, vous avez tous les éléments dans ce fichier Excel-là. Et après, la double matérialité est nécessaire pour prouver que éventuellement vous ne l'êtes pas. Voilà, en gros. La trame de double, là, ce que vous projetez, Oui. la matérialité d'impact et matérialité financière, ces matrices-là ne sont à Oui. fournir que pour justifier qu'on n'est pas impacté, c'est ça? Exactement. D'accord. En tout cas, c'est un travail, ça permet de formaliser le travail que vous devez mener en interne pour savoir si vous êtes concerné ou pas par un DR, par un critère. Et c'est ce que typiquement vérifierait le CAC ESG pour dire bah oui, ils ont fait le travail et ils m'apportent la preuve en fait qu'ils ne sont pas concernés et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas renseignés le DR en question. Ça va? C'est bon, Stéphanie? Ouais. Oui, pardon, j'étais en train d'essayer de remettre le micro en. Pas de souci, Oui, pas de souci. non, c'est plus clair. Voilà. Donc, vous voyez, le processus n'est pas hyper compliqué, mais c'est du travail pour savoir si on est concerné ou pas par des critères du fait de cette analyse de double matérialité. Alors maintenant, pour répondre donc à la question précédente, c'est compliqué. Comment on s'y prend? Comment on peut faire? Donc déjà, nous, on va en parler en termes de solutions. On a des choses à vous proposer. Il y a d'autres approches, mais il faut simplifier le millefeuille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler. Il faut disposer de données et disposer facilement de données. Donc, on parlait tout à l'heure en fait des inventaires. Il faut produire des indicateurs à moindre effort et à moindre coût. Donc, si je dois refaire à chaque année en fait un gros travail de calcul, ça va être pénible. Il faut se concentrer sur l'essentiel. On n'est pas obligé non plus de passer des tonnes de temps pour faire des politiques papier. Si j'ai X indicateurs qui sont intéressants parce qu'ils me permettent de suivre la partie carbone, suivre la partie santé, la partie pollution, la partie ressources, etc., c'est pas la peine non plus, et ça, un CAC le comprendra, de faire du vent. Donc, nous, on conseille vraiment de ne pas passer du temps à calculer ou à passer du temps à produire des DR un peu inutiles. En tout cas, il faut que ça s'inscrit vraiment dans la gouvernance de l'entreprise, que ce soit utile. Donc, il faut vraiment jouer l'utile au réglementaire, si je puis dire. Et puis, faire en sorte que ce qui apparaît comme une contrainte, en réalité, soit générateur d'impact positif, y compris financier. Donc, ça, on va en parler. Alors, comment on peut répondre simplement et à moindre effort à la directive CSRD? Alors déjà, c'est ça, voilà, vous avez un petit peu le panel global, donc des différentes lois qui se complètent, parfois elles ne se cumulent pas. C'est-à-dire, on a la loi AGEC qui a à voir avec le réemploi. Donc, si je fais du réemploi, du coup, je vais pouvoir baisser mon empreinte carbone. La loi RE2020 qui est, elle, à avoir sur les constructions neuves. Quand je construis des nouveaux bâtiments, comment je peux faire mesurer, être sous des seuils qui prouvent que j'ai fait des choix de produits bas carbone. La directive CSRD, on a parlé avec la taxonomie. Donc les objectifs intermédiaires au niveau français de réduction, en l'occurrence d'ici 2030, 55% des gaz à effet de serre. Et puis finalement la neutralité carbone qui est visée pour 2050. Alors, je rappelle, neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus de carbone.
parfois des gens qui pensent ça. Ça veut dire que j'ai réduit au minimum mes émissions de CO2, scope 1, scope 2, scope 3. Au minimum, on arrive au point où elles peuvent être compensées par des puits de carbone qui ne sont pas chez vous, qui sont en général dans votre écosystème. Ça peut être des forêts, ça peut être peut-être de la collecte technologique de carbone émis, si j'avais éventuellement des usines, enfin des cheminées qui mettaient du CO2, etc. Donc neutralité carbone, ça veut dire c'est ce qu'on appelle le net zero. Net, ça veut dire que ce que je produis peut être compensé par des puits de carbone et du coup, globalement, on est neutre. D'accord. C'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut à la fois réduire et à la fois trouver des sources de puits de carbone, lesquelles sont évidemment liées, par exemple, à la reforestation ou au fait qu'aujourd'hui, au niveau terrestre, en fait, ce qui absorbe le plus le CO2, c'est les océans, par exemple. Donc d'abord les océans, puis ensuite les forêts, puis le sol. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre soin de la biodiversité et du végétal et des océans, pas uniquement pour des raisons, on va dire, liées aux poissons ou aux animaux, mais aussi liées justement à la capacité à stocker du CO2. Donc c'est tout un ensemble, un écosystème interdépendant qu'on est en train de découvrir, et donc c'est ça la neutralité carbone. Donc, si on se place maintenant du point de vue du bâtiment, comment je peux joindre l'utile au réglementaire? Donc, quand je déconstruis, on a intérêt en fait à maximiser le réemploi dans mon propre patrimoine. Parce que quand je fais du réemploi dans mon propre patrimoine, aujourd'hui, en fait, je baisse l'empreinte carbone des nouveaux bâtiments sur lesquels je fais du réemploi. Donc, pour vous donner un exemple, un acteur comme Domo France aujourd'hui fait 25% de réemploi en masse sur chaque opération de 60-70 logements de déconstruits. Ouais. Donc déjà, c'est passer d'une approche un peu bricolée, un peu à une approche plus industrielle du réemploi dans mon propre patrimoine, de manière à pouvoir bénéficier de la décarbonation. Deuxièmement, c'est quand je rénove mes bâtiments. Oui. L'exemple que vous me donnez, ils le font à Isoku ou ça leur coûte pourquoi le prix? Ils génèrent en fait jusqu'à 14 euros d'économie par mètre carré. Faire du remploi, 180... Aujourd'hui, en France, faire du remploi, ça coûte. Ouais. Eux, ils génèrent en fait entre 190 euros et sur 22 opérations qu'ils ont menées depuis 2022, ils génèrent entre 190 et 890 euros d'économie par logement. C'est quoi? C'est un bailleur social? C'est quoi? Oui, c'est France, le c'est le premier bailleur de Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Ok, et donc lorsqu'il fait de la démolition, ça lui coûte moins cher de démolir. Je voudrais bien voir son modèle. Non. Quand il va sur un site émetteur. Ça coûte moins cher de faire du remploi que de détruire purement et simplement. Non, ça marche pas comme ça. Non. Sur le site émetteur dont il sort des produits en fait qui sont réemployables, sur le site émetteur, il y a un surcoût. D'accord? Mais sur les sites récepteurs dans ce prompt patrimoine, il y a des économies. Oui. Et quand on fait le delta entre l'un et l'autre, il génère en gros jusqu'à 14 euros d'économie par mètre carré. Ou 890 euros d'économie par logement. Donc c'est possible, mais il faut industrialiser le réemploi, il faut avoir les clauses qui vont bien pour dire quand je dépose d'un côté, je fais en sorte que ça puisse être réemployé de l'autre. Donc qui a des besoins au sein de mes chantiers, donc ça veut dire qu'il faut mettre dans... Ils communiquent sur ce qu'ils réemploient, comment ils font, leur circuit. Oui, tout à fait. Ouais. Ils font souvent des communications. Et au-delà de la communication, c'est d'avoir le détail d'arriver à remplir. On fait ça pour eux, donc on peut vous donner les éléments, mais il faut qu'ils soient d'accord. Donc le mieux, c'est peut-être d'organiser Mathieu une rencontre avec Fred André, qui est leur directeur réhabilitation. Comme ça, si ça vous intéresse. Ils font ce qu'on appelle du resource management, en fait, c'est-à-dire qu'ils font en sorte, par exemple, chaque fois qu'il y a un diagnostic PMMD, tout est recensé, tout est enregistré dans la plateforme. Ils utilisent notre plateforme, par exemple, la plateforme Cycléa. Et derrière, en fait, il y a tout un écosystème d'acteurs qui vont consulter tous ces gisements-là et qui vont déclarer des besoins. Et il y a une IA qui va faire mettre en connexion l'offre et la demande. Et derrière, en fait, il y a des écosystèmes dans la plateforme qui font qu'on va faire appel à différents intervenants pour collecter, transporter, stocker si c'est nécessaire, etc. Mais ça marche très bien quand c'est intra-patrimoine. Ok. Ouais.
Donc, quand vous avez une forte activité, ce qui est leur cas à eux, il y a beaucoup d'activités, ben, en fait, ils font beaucoup d'économies, mais ils gagnent à droite, mais ça coûte à gauche. Oui, donc, mais le bilan global, en fait, est positif, comme je disais, entre 190 et 890 euros par logement. Oui. Par nouveau logement. Par logement, c'est-à-dire ils ont regardé tout ce que ça, les économies générées, ils l'ont juste ramené, en fait, ils ont aujourd'hui, je crois, 45 000 logements, Mathieu, ils l'ont juste divisé par le nombre de logements. C'est juste, en fait, une unité, ils ont juste ramené ça au logement. Comme on s'y ramené ça au mètre carré, ça ferait en gros jusqu'à 14 euros d'économie par mètre carré, lié au réemploi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, globalement, il y a un surcoût sur le site émetteur, il y a des gains, des économies sur le site récepteur. Quand on fait la différence, donc il y a une différence positive, plus ou moins grande, hein, ça peut arriver selon les chantiers. Et quand ils somment toutes ces économies-là et qu'ils les divisent par le nombre de mètres carrés ou par le nombre de logements, ils arrivent au chiffre dont je viens de vous parler. Ils ont combien de logements? 45 000, c'est ça? 45 Ouais, 000. 45. 45 peut-être 000. même, peut-être même plus maintenant. Vous dites 800 euros logement sur 45 000 logements, ça fait 36 millions. En net, entre le coût plus les gains, ils gagnent 36 millions d'euros. Non, mais je pense que c'est C'est ramené inclus au au logement. logement sur le logement où ils ont réhabilité ou construit. C'est pas, à mon avis, c'est pas au nombre de logements Voilà. du parc. Ah oui, C'est ça, c'est Et ça. ça doit être le nombre de logements sur lesquels ils ont construit ou réhabilité en intégrant ce process d'économie Exactement. circulaire, de récupération, d'équipement qui était sur une opération qu'ils ont démolie. En gros, sur 22 opérations, ouais, tout à fait. C'est ça, mais Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est les stades de Fred André. Hein, une réhabilitation moyenne, d'accord, je comprends mieux, Ouais. mais une réhabilitation moyenne, sachez que c'est aujourd'hui à peu près 85 000, 90 000 euros. Donc, ils gagnent 800 euros sur 90 000. Voilà, ils gagnent. Ça reste marginal. Ah, Non, c'est pas ça. C'est que si, par exemple, ils ont fait une déconstruction de 70 logements, Ouais. ben, c'est 70 logements multipliés par, on va dire au maximum, 890 euros. Voilà, sur l'opération. Les logements auxquels ils ne touchent pas, on ne va pas juste En fait, multiplier. la déconstruction leur coûte réemployer. Et en fait, c'est de l'autre côté, ce qu'ils ont. Exactement. Exactement. Ils les mettent dans une réhab ou dans une construction neuve. Exactement. Et le net, il fait 800 euros. Voilà. Exactement, ramener au logement, donc par logement. Aujourd'hui, par exemple, les projets auxquels je pense, en fait, alors c'est variable, mais il y a eu des opérations de déconstruction de 60-70 logements qui leur rapporté en gros comme économie 80 000 euros, par exemple, la plus importante que je connaisse. C'est important qu'on ait eu. Ouais. Donc, du coup, il ne faut pas multiplier le nombre de logements par les 800 euros en question. Parce qu'en fait, c'est vraiment lié aux opérations, c'est pas lié en fait au nombre de logements. Non, mais oui, Ça. non, mais c'est virtueux, c'est très bien, mais ça reste très marginal. Enfin, on parle de. Ça reste marginal, mais par contre, Ça c'est pas reste une source marginal, mais pour une fois que ça coûte pas plus cher, Voilà, c'est ce que j'allais dire, Stéphanie. Oui, c'est ça, parce que pour moi, en tête, ça coûte plus cher. Donc, je suis Voilà, étonné. c'est ça. Non, dès le moment où on industrialise, effectivement, en fait, c'est intéressant, mais il faut industrialiser, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des process, ils ont les clauses, en fait, qui s'adressent aux entreprises de déconstruction, les diagnostics PMD sont digitalisés, ils ne sont pas juste, en fait, voilà, faits pour être faits parce que c'est réglementaire, mais du coup, c'est injecté dans la plateforme, ils ont mobilisé leurs écosystèmes d'architectes, etc., y compris des associations autour d'eux, donc internes et externes, y compris leurs prestataires pour qu'ils viennent exprimer leurs besoins. La plateforme d'ailleurs fait la mise en connexion et puis gère en fait l'acheminement effectif des gisements. Donc c'est de l'industrialisation. Et pareil pour la partie conception. Donc donc ça c'est pour les bâtiments donc en cours ou à venir. Donc là c'est que chaque bâtiment donne lieu à la production de ce qu'on appelle un tableau des matériaux. Ça veut dire que l'entreprise de construction et ses sous-traitants sont tenus de remplir en fait en gros un tableau Excel dans lequel en fait ils vont lister tous les composants, tous les constituants, tous les produits d'un bâtiment. Ces produits sont ensuite associés en gros à ce qu'on appelle les passeports numériques et ça permet en plus de livrer en plus du bâtiment sa banque digitale des matériaux et donc d'avoir la data qui permet ensuite de faire les calculs dont on parlait précédemment, Gilles. D'accord. Ouais. Donc ça fait partie des choses qui sont justement structurées. Et derrière, c'est ça qui permet de calculer notamment les indicateurs CSRD entrants pour les nouveaux bâtiments.
En gros, quel est le tonnage entrant, quelle est la part de recyclé, quelle est la part de biosourcé. Donc, puisque dans ce qu'on appelle les passeports numériques associés au produit, il y a ces informations-là. J'y reviendrai après. Et puis, il y a la partie gestion, une fois que le bâtiment est livré. Là, c'est pareil. Donc, pendant la vie du bâtiment, il y a de la gestion, il y a des petits travaux, il y a de la maintenance, on remplace des pièces, on refait des équipements techniques, on rénove en fait des logements de manière voilà, plus ou moins partielle, etc. Donc là, c'est pareil, ce qui sort donc va intégrer des écosystèmes de réemploi ou de recyclage. Et ça permet du coup de produire, quand on a ces éléments-là, de produire des indicateurs CSRD sortants. Qu'est-ce qui est sorti comme tonnage? Qu'est-ce qui a été recyclé? Qu'est-ce qui a été réemployé, etc. Et ça vient alimenter directement en fait le rapport CSRD. J'en parlerai de ça. Là, c'est pour donner je vais être dans le détail, mais c'est pour donner en fait le fait que finalement, quand je dis joindre l'utile au réglementaire, ça veut dire que les demandes réglementaires ne sont pas aberrantes. Se dire en gros, avoir la maîtrise de ces produits, la maîtrise de son impact et savoir finalement ce qui rentre, ce qui sort du bâtiment, d'un certain point de vue, c'est ce que fait déjà depuis longtemps l'aéronautique et l'automobile. Dans le monde du bâtiment, on n'est pas à ce niveau-là, on va dire une révolution de retard, mais ce n'est pas aberrant en fait de contrôler finalement ces ressources pour pouvoir justement les préserver et générer aussi faire des stratégies éclairées. Oui. Donc, simplifier le millefeuille pour nous, c'est joindre l'outil au réglementaire. Donc, c'est gérer finalement la donnée. Donc, ça, c'est hyper important. Et c'est ça qui permet du coup de pouvoir nourrir de manière très finalement efficace les rapports financiers et extra-financiers. Plutôt que de faire du blabla, on sort des indicateurs basés sur la réalité des cautions d'un bâtiment ou sur la réalité de ce qui est sorti effectivement du bâtiment. Par rapport à l'existant, Gilles, vous disiez à juste titre précédemment, oui, mais les données, je ne les ai pas forcément. Ben, sachez que maintenant, on a. Alors, donc, ce que je veux dire, ça s'applique au logement social. Ça ne s'applique pas en fait au au logement. bureau, au privé. Ouais. On est sur des formats de bâtiments qui sont très similaires en fait. Selon les années, selon la localisation géographique, selon que j'ai un logement collectif individuel ou un foyer, selon que j'ai un toit en pente ou pas, donc selon donc la surface, selon le nombre de T1, T2, la hauteur, voilà. En gros, avec 15 variables aujourd'hui, on est capable de pouvoir modéliser à 85% près les composants d'un bâtiment et d'une somme de bâtiments, donc d'un patrimoine. Nous, c'est ce qu'on fait déjà. On fait déjà ça. Là, on est en train de finaliser Maison et Cité, 64 000 logements. Oui. Donc, Domo France, Toit et Joie, RATP Habitat, Habitat 77, etc. Modéliser donc, les bâtiments en fonction d'une taille, d'un âge, d'une taille et des composantes techniques. Exactement. Vous modélisez 2-3 trucs, ok? Et donc, vous connaissez sa dépense carbone. Donc, du coup, alors soit il y a déjà de l'information parce que peut-être vous-même, vous avez déjà des outils type ERP, des outils de gestion patrimoniale qui existent, donc c'est possible de faire des extractions. Soit il n'y a pas tout, et donc, ou il n'y a rien, et donc nous, on a des hypothèses de modélisation qui permettent de modéliser les constituants d'un bâtiment, de rentrer dans ce tableau Excel dont je parlais, d'associer à tous ces produits qui ont été modélisés des passeports qui sont maintenant une norme européenne. Chaque produit devra, à partir de 2027, avoir en fait un passeport numérique hors produit alimentaire qui dit en fait sa composition, ses prochaines vies, etc. Donc, c'est une notion que nous, on a inventée il y a 10 ans, qui est maintenant un standard. Et du coup, ayant les produits, les quantités et l'information environnementale associée aux produits, de générer pour chacun des bâtiments, donc leur banque digitale de produits. Et quand on a ça, c'est facile du coup de faire les différents calculs, notamment les calculs carbone, même les calculs santé, des montabilités, etc., même des calculs financiers. Oui. Donc, c'est une manière de récupérer de la donnée. Moi, sur chaque bâtiment, je dois vous donner, je dois vous dire si les fenêtres, elles sont en alu ou en bois. Non, parce qu'en fait, alors, en général, on va tomber sur des choses qui sont assez standards, sol PVC, fenêtre PVC, etc. Il peut y avoir quelques spécificités. Donc, dans nos hypothèses de modèle. Il faut les donner, ces données. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des hypothèses qui sont dimensionnantes, il y a une quinzaine de variables. Et derrière, en fait, on vérifie les hypothèses de modélisation pour être sûr que peut-être il y a eu des spécificités selon les années où vous êtes passé peut-être des fenêtres PVC à des fenêtres en bois ou le contraire. Donc, qui permettent d'ajuster
effectivement d'ajuster Malheureusement, le résultat. on a très mal cette connaissance du parc. On le termes sait. Très, très Ouais. faible chez nous, le comportement. En général, on trouve toujours Ouais, un monsieur comme ou une beaucoup, banane qui a en fait une espèce qui a un peu la mémoire. Et jusqu'à présent, on a toujours trouvé quelqu'un qui nous disait, bon, ouais, ça, à partir de telle année, on a fait ça, à partir, voilà, nos salles de bain, elles faisaient 6 mètres carrés, maintenant elles ne font plus, etc. Donc, il y a toujours un moment, une fois qu'on a ces variables-là, où on ajuste les hypothèses en fonction de la nature des spécificités éventuelles du bailleur. Et ça permet en fait de pouvoir générer en quelques semaines, en fait, et pour pas cher. Donc, voilà, pour vous donner une idée, Maison et Cité, 64 000 logements. Pour générer en fait tout cet inventaire-là, ça va coûter un peu moins de 20 000 euros. Enfin, 20 000 euros, on va dire. Oui. Là, Et vous du coup, parlez quand du ils ont ces coût. données. Et Ouais. le gain, c'est quoi? Ah ben, le gain, c'est que du coup, ils ont toutes les données qui leur permettent ensuite de pouvoir calculer leurs indicateurs. Et au fur et à mesure, ils vont rénover en fait leurs Un bâtiments logement. et leur logement, bah, de pouvoir en fait raffiner. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir tout de suite les données et donc les calculs associés. Ça vous paraît clair? Oui. Oui. Donc ça, c'est une manière de générer facilement de la donnée et la digitaliser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Sinon, effectivement, ça paraît comme impossible. C'est pour ça que nous, on fait ces masterclass économie Je me permets circulaire de pour vous dire couper il y a parce des que solutions. je vois l'heure. Euh, Dans 4 minutes, j'enchaîne sur ça une autre marche. réunion. J'avais qu'une heure pour moi, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, mais vous avez beaucoup de questions, donc c'est important qu'on prenne du temps d'y Ouais. répondre. Voilà, donc quand vous avez fait cet inventaire-là, puisque vous avez associé des passeports, bah, du coup, alors voilà un exemple de passeport, hein, donc c'est par produit, donc on a les compositions, etc. Bah, derrière, en fait, on calcule en fait, un certain nombre d'indicateurs ESG entrants, le embodied de carbone, le scope 3, le degré de circularité, le taux de réemploi, etc., le degré de santé, en un clic. Et ça peut du coup, en fait, l'avantage par rapport à votre question, c'est qu'à partir du moment où je caractérise ça et que mon patrimoine va continuer à évoluer, si je remplace des produits, etc., quand je les remplace dans la plateforme, derrière, ça va faire évoluer mes calculs et j'aurai en un clic chaque fois la réalité de ce qui constitue mon patrimoine. Quand je fais par contre donc c'est pas indicateur ESG sortant, enfin entrant, mais sortant, là, c'est la partie réemploi. Donc, quand j'ai caractérisé en fait tous mes bâtiments et qu'il sort en fait des produits et qu'il y a des gens qui ont les besoins pour faire du réemploi, etc., ben là aussi, on peut créer les écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, ce que fait notre plateforme, et donc générer en fait par écosystème déchets évités, CO2 évités, eau préservée, et puis le bilan économique de l'écosystème. Donc, ça permet du coup de remonter les indicateurs ESG sortants. Du coup, dès le moment où on a digitalisé, ce qui rentre dans le bâtiment et ce qui sort du bâtiment à travers les déconstructions et la réhabilitation, on est capable du coup de pouvoir générer un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs principaux, efficaces en termes de santé, en termes de ce qui rentre dans le bâtiment, ce qui sort du bâtiment, ce qui rentre comme étant recyclé, réemployé ou ce qui sort comme étant réemployé, recyclé, des effets financiers. Nous, on ne traite pas du tout la partie énergie, scope 1, scope 2, on ne traite pas. Mais donc, en un clic, on peut avoir ces informations-là. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, ben voilà, ça, c'est un petit peu les indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est sur la base de nos clients, données clients 2024. Donc, c'est ramené au mètre carré. C'est quand on gère, en fait, quand on industrialise l'économie circulaire, on peut justement, en fait, avoir des chiffres, en fait, de cet ordre-là. Donc, d'évitement de 3 kg de CO2 par mètre carré, par le réemploi ou 75 par le recyclage, d'avoir 4 kg par mètre carré, donc déchets évités. Pareil quand on fait de la construction. Et globalement, quand on somme construction et déconstruction, voilà ce qu'on trouve. Donc, on a des. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, on peut en parler pour vous justifier en fait un petit peu tous ces éléments-là, mais qui demandent justement de digitaliser, euh, identifier, ajuster les processus et derrière en fait industrialiser, structurer les intervenants et la gestion de l'économie circulaire pour pouvoir décarboner, préserver les ressources et générer des gains. Voilà, donc ça c'est ce que nous on fait. Récap Vous de avez la peut-être entendu plateforme. parler de Pirée. Pirée, c'est la mini urbaine qu'on a déployée avec USH. 70 mètres d'ouvrage aujourd'hui. Donc, où tous les C'est maîtres quoi? d'ouvrage. Une île urbaine aussi. Oui, c'est en fait tous les diagnostics PEMD qui sont faits par tous ces bailleurs et foncières privées partenaires. En fait, ils les rassemblent
et dans ce qu'on appelle PIRE, qui veut dire plateforme interacteur du réemploi. Donc, c'est une mine, c'est comme une mine, au lieu que ce soit une mine naturelle, c'est la mine urbaine qui est constituée de tous les diagnostics, tout ce qui a été inventorié sur les bâtiments des constructions. Donc, du coup, D'accord. c'est partagé. Alors, ça, c'est interbailleur. Donc, notamment, on a lancé ça avec l'USH. Donc, il y a des dizaines de diagnostics PMD qui sont partagés et puis des centaines de besoins qui sont créés par les différents bailleurs. Et donc, on va créer comme ça des écosystèmes. L'IA de la plateforme à mettre en lien, en fait, l'offre et la demande, les besoins qu'on peut avoir les ressources qui ont été issues du diagnostic PMD et créer des écosystèmes pour satisfaire le besoin, négocier à travers la plateforme les prix, les quantités, les D'accord. délais. C'est ça l'industrialisation. Et puis derrière, sortir les reporting. D'accord. C'est avant Voilà, tout voilà. former les équipes quand même. Aujourd'hui, pour le moment, on est surtout là, ça va être former les équipes opérationnelles. Non, c'est formé, Ouais. ça passe par la formation Bien sûr. et puis On les peut- processus qui sont associés. Mais derrière, en voilà, fait, ça non, se mais traduit par des on- échanges réels, quoi. on ne peut pas faire si on ne comprend pas. C'est ça qui est Voilà, différent. ça commence par former les équipes, Exactement. c'est clair. Très bien. Je suis Voilà. obligé de vous abandonner. Ouais, pas de souci. Vous me diffusez ce Oui, document. oui. On vous envoie tout ça juste après. Merci à Beaucoup, vous. Gilles. Merci pour Bonne la journée. présentation. Merci, au revoir. Merci Gilles. Stéphanie, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte ou Jean-Christophe s'il Jean-Christophe. nous entend? C'est plus d'avoir la présentation pour peut-être bien Ouais. prendre le temps de regarder, parce que c'est vrai que vos slides sont très riches en informations et que c'est pas forcément entre eux, on a le discours avec et puis on va le reprendre tout seul. C'est Ce sûr. sera peut-être plus aussi Non. clair. Et oui, par contre, un peu comme Gilles, en fait, je suis preneuse d'un retour d'expérience. Alors, comme Ouais. vous bossez avec l'USH, je pense que ça peut être intéressant, peut-être même d'envisager ce retour d'expérience de manière un peu plus, pas juste entre nous, mais peut-être de manière plus officielle et partagée avec l'USH, parce que, voilà, le discours de Gilles sur le fait que souvent, quand c'est un peu, un peu en dehors des solutions traditionnelles, donc comme l'économie circulaire, tout de suite ça coûte plus cher. Ouais. Donc de voir comment on peut faire pour que ce soit à minima ISOCOO, voire ça rapporte quelques petits euros, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, vous insistez bien sur le fait que c'est une gestion qui est industrialisée et qui est faite à échelle massive. Donc, c'est intéressant aussi de savoir quel niveau de maturité il faut avant de pouvoir se lancer dans cette industrialisation euh, pour être sûr qu'il y a un vrai intérêt, un vrai gain à envisager ce process plutôt qu'un autre, quoi. Donc, ouais, là, moi, je pense que c'est un vrai atout commercial, je pense, ce cas d'école pour la filière d'économie circulaire et pour votre outil, du coup. De toute façon, vous avez vos amis de Maison et Cité, hein. Au pire des cas, c'est vrai qu'on. Je sais pas si Stéphanie, vous êtes déjà en relation avec l'URHLM de Hauts-de-France, mais avec Alexandre Bourbotte. Oui, oui. Ouais, voilà. Donc, oui, on a pas mal échangé quand même aussi avec lui, parce qu'il a quand même bien pris en charge tous les sujets de taxonomie et CSRD à votre niveau, dans votre région plutôt. Et c'est vrai que je pense que normalement, on va voir si on peut organiser, je pense, peut-être une présentation au niveau de la région avec Alexandre. Je pense qu'il était partant aussi. Et prendre l'étude de cas justement de Maison et Cité. Parce qu'effectivement, vous parlez de par où je commence. On pense qu'effectivement, déjà, par où commencer, c'est déjà juste d'avoir des données de ces bâtiments. Parce que Oui, si on et ne ben part pas alors du ça, chez nous, commencement, c'est compliqué. Ben ouais, mais voilà. on sait très bien, et c'est pas que chez vous, hein. Vous savez, là, nous, on travaille avec RATP et Toi et Joie, ils partaient de zéro, hein. Je sais pas si c'est vraiment eux le cas, mais il y en a certains, ils connaissent même pas les adresses non plus de leurs bâtiments. Voilà, on Mais va pas après, aller on y va jusque-là, mais petit à c'est petit. vrai qu'on a de toute Ah, façon, il y a un gros travail là chez nous qui est initié sur la donnée. Et, c'est- et très clairement, chez nous, on se rend compte que la donnée est existante,
mais la donnée est répartie un peu Un peu à partout droite. et beaucoup Exactement. chez chacun. Et que du coup, après, la donnée, elle vit pas forcément non plus en C'est ça. fonction des évolutions du patrimoine et des choses comme ça. Donc, C'est quand la ça. donnée est existante, il faut déjà savoir où la chercher et après la compiler. Et après, il y a toujours des questions de fiabilité de la donnée. Du coup, ce que vous expliquez tout à l'heure, où quand la donnée est manquante, vous pouvez faire des extrapolations. Je pense que, alors je sais pas comment est fait l'outil, hein, mais si s'il n'y a pas une espèce de grosse alerte sur le fait que cette donnée est une extrapolation, euh, vigilance, enfin, en tout cas chez nous, je sais que ce sera un gros point de vigilance parce que c'est repartir dans ce sur quoi on est en train de lutter là en ce moment, de se dire on a de l'information, mais il faut qu'on maîtrise bien la fiabilité de cette information et la valeur de cette information. Oui, oui, non, on est d'accord, hein. Donc, C'est clair. Mais de toute façon, je pense que l'État, on ne pourra pas arriver sur du 100% à l'heure actuelle. C'est pas possible parce qu'on n'a jamais construit les bâtiments d'hier pour Mhm. avoir de la donnée. Même si on utilise un outil BIM, hein, il y a des données manquantes. Même si on utilise de la Ah BLA, oui, du oui, ouais, PLANA, oui, complètement. du souvent dans Oxand. BIM, il n'y a pas de données. Mais Voilà. en fait, si vous voulez, en fait, c'est ce qui compte, en fait, c'est la vision organique, Stéphanie, c'est-à-dire de commencer en disant, bon, déjà, j'ai une modélisation qui correspond à la réalité de mes dimensionnements, hein. Je parle des salles de bain, etc. Donc, si j'ai des fenêtres à lui, des fenêtres PVC, en général, donc tout ça, c'est connu, mais ça peut être ajusté. Donc, ça permet du coup de pouvoir en déduire donc les ouvertures, les produits. Et après, au fur et à mesure, en fait, on va peut-être rénover totalement ou partiellement en fait un bâtiment. Et qu'effectivement, quand on fait cette rénovation, on crée vraiment des tableaux de matériaux dont je parlais tout à l'heure. Donc là, cette donnée-là qui va arriver va venir remplacer la donnée existante et ça permettra de raffiner et en même temps de décarboner, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait de la modélisation, comme on ne connaît pas la référence des produits, on ne sait pas, d'ailleurs, elle a été perdue depuis longtemps, donc on ne sait pas si c'est, je sais pas moi, un sol PVC de Target ou autre, etc., ou une fenêtre d'un tel ou de l'autre. Donc on utilise ce qu'on appelle des passeports officiels, mais génériques, avec des données en fait qui donnent des données carbone qui sont pour un sol générique PVC ou une fenêtre générique PVC par exemple ou alu. Donc, et derrière, quand on va remplacer ça par la véritable référence au moment de la rénovation, on utilise du coup les passeports du fabricant. Et en général, ces données sont beaucoup plus faibles en matière de carbone. Ouais, parce que souvent, les Oui, données alors Elles ADEME sont après, réelles. enfin, génériques sont un peu je comprends, pessimisées. mais alors là, je mettrais une nuance sur le fait que c'est un outil enfin voilà, de fonctionner comme ça amène une meilleure connaissance et un calcul au plus proche de la réalité de notre impact carbone. J'irai pas jusqu'à dire que ça décarbone, puisque c'est juste pour, une formule mathématique qu'on affine. Si je me dis juste que je mets quand même un matériau aujourd'hui qui est peut-être entre guillemets pas vertueux, mais qui a juste parce qu'il a sa fiche spécifique une donnée plus vertueuse ou moins pénalisante que la donnée spécifique, j'ai pas Mhm. décarboné dans mon action. Par contre, j'ai juste un calcul qui est plus proche de la réalité. Donc voilà, Euh, je suis convaincue de la pertinence d'une meilleure connaissance et d'affiner la connaissance de notre parc, de notre patrimoine, de notre activité pour avoir des informations plus justes et pouvoir justement prendre les décisions les plus pertinentes avec des vrais impacts. Pas prendre des mauvaises décisions parce qu'on a des données d'entrée qui sont fausses. Mais ça n'empêche pas derrière de devoir avoir une stratégie vraiment de oui, choix de bien matériaux sûr. Ah ben qui en complètement. Ben, soi Bien sûr. sont on vraiment parle, on, décarbonés. Non, non. Non, non, mais Ouais, enfin mais parce on parle que de ça. On parle que de c'était ça. vraiment juste pour montrer j'entends. l'exemple de que, Ouais, ouais. en fait, c'est ça qui est marrant, c'est avec peu d'informations, au final, vu qu'on est sur des fichiers F2S, on va dire, génériques, c'est un poids carbone qui est toujours quand même pessimisé. Et par exemple, vous allez mettre le même produit, mais là avec le passeport fabricant, au final, le poids carbone va être plus bas, mais juste parce que vos informations, par Oui, contre, là, oui. elles sont réelles. Mais C'est juste ça qui est marrant, mais effectivement, quand vous allez vouloir vraiment décarboner, vous allez vraiment essayer de faire le c'est pour choix ça le que plus moi, juste possible avec des matériaux bas carbone, où là, vraiment, la différence sera beaucoup plus voilà. significative. Mais j'alerte Là-dessus, on est parfaitement d'accord. j'alerte juste sur le discours, parce que, enfin, voilà, en ce moment, en plus, c'est vraiment le discours au quotidien chez nous, de dire que je vais exagérer, attention, hein, je vais vraiment caricaturer à l'extrême ce que je Faut y vais aller. dire.
mais de nous dire, bah oui, mais de toute façon, le bilan carbone qu'on a calculé se base sur des chiffres, bah justement, très génériques, très pessimistes. Donc, juste quand on aura fait, je vais exagérer, hein, j'exagère vraiment, juste quand on aura fait ce travail de meilleure connaissance et donc d'avoir des données d'entrée plus précises avec du coup des indicateurs et des valeurs associées moins pénalisantes, ben, on aura déjà fait une partie de notre décarbonation. Non, on n'aura rien Oh, décarboné, on on est aura juste d'accord. une idée plus juste de notre point de départ. Non, non, tout à fait. Tout Mais à fait, c'est non, non. complètement ça. C'est On complètement est ça, on d'accord, est hein, bien sûr. d'accord. On est d'accord. On est complètement Ce d'accord. que je veux dire, en fait, c'est qu'en réalité, on est obligé au départ, puisqu'on ne connaît pas la référence des produits, d'utiliser des passeports génériques, dont en général, Oui. avec ce qu'on appelle données environnementales par défaut, ADEME, qui sont en général pessimisées. Et juste qu'à partir du moment, c'est aussi une incitation intéressante de dire que quand on mettra des produits plus bas carbone, mieux caractérisés, on constatera une différence. On n'aura pas. On pourrait presque dire qu'il y aura peut-être une décarbonation parce qu'en général, les bâtiments sont assez anciens et donc bah, il y a du carbone qui a été neutralisé hein, dans l'atmosphère, etc. hein. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas techniquement une décarbonation, on a juste en fait raffiné l'information, mais ça permet en fait, un petit peu comme une focale, d'avoir quelque chose qui est grossi au départ, qui est plus précis ensuite et qui permet de mieux piloter notre stratégie ESG et du coup de pouvoir commencer à vraiment construire une feuille de route sur la base de la réalité, parce qu'aujourd'hui, en fait, le carbone embodied, le carbone incorporé associé au produit, ça représente entre 70 et 80% du scope, en fait, pour un acteur d'immobilier. Ouais, ouais, non, Et, mais oui, et, pour et pour surtout, moi, de mon côté, travailler avec les bailleurs sociaux, principalement, tous ceux, en tout cas, qui ont fait la plupart, en tout cas, qui ont fait leur bilan carbone, quand ils me sortent les chiffres de leur scope 3, liés justement à les constituants constituants, pardon, de leur bâtiment, enfin, le chiffre donné est extrêmement faible par rapport aux données réelles, en tout cas. Et c'est ça qui est assez flippant. ouais, après, enfin, nous, pour avoir fait notre Hum, bilan, ouais, c'est vrai que les données de construction, tout ce qui est données d'impact du patrimoine en tant hum, qu'enveloppe, hum, ça paraît être je sais pas, on doit être à 25, entre 25 et 20% en fonction qu'on prend avec ou sans amortissement de notre impact, parce que bah, on a quand même en tout cas, si, dans le Nord, on est hum, majoritairement les bailleurs raccordés au gaz. Donc, tout de hum, suite, la consommation de notre parc, eh ben, elle explose le score. Par contre, quand on fait je m'étais amusée à faire le ratio et à ramener ça au logement. Et où, du coup, quand on ramène l'impact d'une construction ou d'une réhabilitation au logement, bah, c'est notre premier poste d'émission de carbone avec un poids énormissime comparativement aux autres activités, en tout cas, hum, sur notre activité. Après, effectivement, j'ai pas, comme vous, peut-être ce recul et cette possibilité de comparer hum, autant de chiffres et de me rendre compte que peut-être que ces données-là sont sous-estimées. Après, je sais que quand nous, on l'a fait bah, il y a une petite année maintenant, et hum, je sais que déjà là, le prestataire de l'outil de calcul nous disait qu'il venait justement de réintégrer les nouvelles bases ADEME qui, du coup, avaient des coefficients d'émissions de gaz à effet de serre un peu plus, enfin, qui avaient été rehaussés par rapport aux années précédentes. Donc, après, à voir aussi de quelle année date ces bilans carbone, quoi. hum, Très bien. hum. Bah, écoutez, merci en tout cas Ça, d'avoir c'est ça. Mais ouais. de ces échanges-là, Stéphanie. Passez un bon week-end et donc on vous enverra la présentation. Puis si vous voulez en savoir plus, on est à votre disposition, à vous et à Gilles. Parfait, ben, je vous remercie Ok. beaucoup pour toutes ces informations. Eh ben, merci Bon beaucoup, courage, Merci. bon Stéphanie. week-end, au Très bon revoir. week-end à vous. À très Bonne journée, au bientôt. revoir. Au revoir.